Les journaux le surnommaient le loup intouchable de Chicago. Sebastian Cale n'était pas seulement un parrain de la mafia. Il était une institution. Mais un mardi pluvieux de novembre, le loup est tombé droit dans le piège. 6 mercenaires armés, une seule issue, aucun renfort. Cela aurait dû être un massacre. Cela aurait dû être la fin de l'Empire Cale. Mais les tueurs à gages ont commis une erreur de calcul fatale. Ils ont ignoré la jeune fille frissonnante dans son uniforme trop grand qui sortait des poubelles. Ils ne savaient pas que Cassidy Blake n'était pas seulement une serveuse qui avait du mal à payer son loyer. Elle était une arme prête à être déclenchée. Et ce qui s'est passé dans les 3 minutes qui ont suivi n'a pas seulement brisé des os. Cela a brisé tout le monde souterrain. Voici l'histoire de la serveuse qui a sauvé le diable. Les néons du parking du niveau B4 bourdonnaient de ce son mourant et vacillant qui agaçait toujours Sebastian Cale. Il regarda sa Rolex, une Daytona Vintage qui valait plus que les berlines égarées de chaque côté de lui. 23h42. Son chauffeur Rocco était en retard. Rocco n'était jamais en retard. Sebastian s'arrêta de marcher. Le silence dans le ventre de béton du parking n'était pas vide. Il était lourd, oppressant, le genre de silence qui précède l'explosion d'une bombe. Il plongea la main dans son manteau en cachemire sur mesure, ses doigts effleurant l'acier froid de son 1911 personnalisé, mais il ne le sortit pas. Pas encore. Des pas résonnaient, pas une seule paire, plusieurs. Ils émergèrent de l'ombre comme des nappes d'huile se séparant de l'eau, 2 derrière le pilier en béton à sa gauche, 2 bloquant la sortie de la rampe, 2 directement derrière lui. Pam! Derrière lui, coupant l'accès aux ascenseurs. 6 hommes professionnels, sans masque, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas l'intention de laisser de témoins. Ils portaient des tenues tactiques gris foncé et tenaient leurs armes silencieuses en position basse. Cale, l'homme au centre, le décrivit comme grand, balafré, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit et les mauvaises décisions. Sebastian le reconnut. Griffin, un freelance qui travaillait généralement pour les triades. Fin de parcours, Sebastian ne broncha pas. Griffin, tu es cher. Qui signe le chèque? Les Rousseau. Est-ce important? Griffin leva son arme et la pointa sur la poitrine de Sébastien. À genoux maintenant. Sébastien calcula ses chances. Il avait 7 balles dans le chargeur, 6 cibles, mais elles étaient espacées en formation killbox. S'il bougeait, il prendrait au moins 3 balles avant d'en abattre une. Le calcul ne fonctionnait pas. Pour la première fois en 10 ans, Sebastian Cale, l'homme qui contrôlait la moitié des politiciens de la ville, accepta qu'il allait mourir à côté d'une Honda Civic poussiéreuse. « Hé !» La voix était aiguë, tremblante, et résonnait bizarrement sur les murs en béton. Toutes les têtes se tournèrent. Près de la porte de service en acier massif, à côté du compacteur à ordures, se tenait une fille. Elle ne devait pas mesurer plus d'1,60 m, noyée dans un uniforme de serveuse taché de graisse et 2 tailles trop grands. Elle tenait un lourd sac poubelle noir dans une main et une cigarette allumée dans l'autre. Ses cheveux étaient mouillés, collés à son visage, ses boucles rousses contrastant avec sa peau pâle. Griffin ne baissa pas son arme, mais il ricana. « Va-t'en, ma chérie, tu t'es trompé d'étage. » Cassidy Blake se figea. Elle voulait juste faire une pause cigarette, s'éloigner 5 minutes du gérant hurlant du restaurant Dino's 24 Heures Eats à l'étage. Elle regarda l'homme au manteau en cachemire, beau, d'un calme terrifiant, puis les 6 hommes qui l'entouraient. Elle vit les armes, elle vit les silencieux. La plupart des gens auraient crié. La plupart des gens auraient laissé tomber leurs déchets et se seraient enfuis. Cassidy ne s'enfuit pas. Ses yeux, d'un ambre étonnamment clair, balayèrent la pièce. Elle ne regarda pas leur visage. Elle observa leur posture. Cible numéro 1, poids sur la jambe gauche, ancienne blessure. Cible numéro 2, doigt déjà sur la gâchette, indiscipliné. Cible numéro 3, debout sous la buse d'extinction d'incendie. Je lui ai dit, « Va-t'en, ma fille. » Griffin a aboyé, perdant patience. Il a fait signe à l'homme le plus proche d'elle, un voyou avec un tatouage dans le cou. « Occupe-toi d'elle, abruti. » Le voyou a souri, rangeant son arme pour sortir un couteau. Il pensait qu'elle était une proie. Il s'est dirigé vers elle, lentement, de manière menaçante. Désolé, poupée, mauvais endroit, mauvais moment. Sébastien observait, l'estomac noué.
Il pouvait prendre une balle, mais voir un civil innocent se faire massacrer parce que sa sécurité avait échoué, ça ne lui convenait pas. Laisse-la. Sébastien grogna en s'avançant. C'est entre nous. Non, dit Griffin, des détails à régler. Le voyou se jeta sur Cassidy. Tout se passa si vite que Sébastien manqua de le rater. Cassidy ne cria pas. Elle ne se recroquevilla pas. Elle laissa tomber le sac poubelle. Lorsque le sac heurta le sol, elle s'avança vers le voyou, au lieu de s'éloigner. Le voyou brandit son couteau. Cassidy pivota des hanches, un mouvement infime qui permit à la lame de fendre l'air sans danger, à quelques centimètres de ses côtes. Dans le même mouvement, elle leva la main droite, qui ne tenait pas une arme, mais le lourd cendrier en céramique qu'elle avait attrapé près de la porte ouverte. Crac! Elle abattit le bord du lourd cendrier en céramique sur la tempe du voyou. Ce fut d'un coup chirurgical précis. Les yeux de l'homme se retournèrent instantanément. Ses genoux fléchirent. Il était inconscient avant même de toucher le sol. Silence. Un silence absolu et stupéfait envahit le garage. Griffin cligna des yeux. Qu'est-ce que... Cassidy n'attendit pas. Au moment où le premier homme s'effondra, la serveuse tremblante disparut. À sa place se trouvait quelque chose de froid et d'efficace. Elle donna un coup de pied dans le pistolet de l'homme inconscient pour l'envoyer vers Sébastien. « Attrape !» cria-t-elle. L'instinct de Sébastien se réveilla. Il plongea et roula sur le capot de la Honda Civic juste au moment où l'air se remplit du bruit sourd des coups de feu étouffés. Il attrapa le pistolet qui glissait, se redressa et tira 2 balles dans la poitrine de l'homme qui bloquait la rampe. Il en restait 4. « Tuez la fille !» hurla Griffin, abandonnant Sébastien pour tirer sur la serveuse. Cassidy était déjà en mouvement. Elle sauta par-dessus une barrière en béton avec la grâce d'une gymnaste et attrapa un extincteur accroché au mur. Elle n'essaya pas de les frapper avec. Elle retira la goupille et le fit rouler vers les 2 hommes à gauche. Bang! Elle tira sur la valve avec le pistolet qu'elle avait pris dans l'étui du premier homme. Elle ne l'avait pas seulement assommé, elle l'avait désarmé en le plaquant au sol. L'extincteur explosa dans un nuage de poudre chimique blanche aveuglante. Les 2 hommes toussèrent, aveuglés, tirant sauvagement dans la fumée. Sébastien ne gâcha pas cette distraction. Il les prit à revers, les abattant tous les 2 avec une efficacité impitoyable. Il ne restait plus que Griffin. Griffin, réalisant que le vent avait tourné, se précipita pour se mettre à couvert derrière un pilier, rechargeant son arme. « Mais qui est-elle » hurla-t-il, la voix cassée par la panique. Cassidy respirait difficilement, accroupie derrière une benne à ordures. Elle regarda Sébastien à travers le garage. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune peur dans le sien, seulement un calcul terrifiant. Elle leva 3 doigts. 3 secondes. Elle désigna le tuyau d'arrosage au-dessus du pilier de Griffin. Sébastien comprit. Cassidy se leva, s'exposant. « Hey, la moche! » Griffin surgit pour lui tirer dessus. Sébastien tira, non pas sur Griffin, mais sur la tête d'arrosage juste au-dessus de lui. Le tuyau éclata, envoyant un jet d'eau rouillée et huileuse à haute pression directement dans le visage de Griffin. Griffin tressaillit, s'essuyant les yeux pendant une fraction de seconde. Cette seconde était tout ce dont Sébastien avait besoin. Il réduisit la distance, frappant Griffin à la mâchoire avec son pistolet, l'envoyant s'étaler sur le béton. C'était fini. Le garage était à nouveau silencieux, à l'exception du sifflement du tuyau cassé et des gémissements des hommes mourants. Sébastien se tenait debout au-dessus de Griffin, la poitrine haletante, son manteau immaculé ruiné. Il se retourna pour chercher la fille. Elle se tenait près de la porte, tremblant maintenant. L'adrénaline s'estompait et la réalité s'imposait. Elle baissa les yeux vers ses mains, qui étaient couvertes de poussière d'extincteur et de graisse. Sébastien se mit à marcher vers elle. « Qui êtes-vous » Cassidy leva les yeux écarquillés. « Je suis en retard pour mon service. Vous venez de neutraliser un tueur à gages entraîné avec un cendrier, dit Sébastien d'une voix basse, incrédule. Vous n'êtes house serveuse. Je dois vraiment y aller, balbutia-t-elle. Elle recula et appuya sur le bouton d'ouverture de la porte. Attendez, ordonna Sébastien. Je vous suis redevable. J'ai besoin de votre nom. Elle hésita, à moitié dans l'ombre. Cassidy. Juste Cassidy. Cassidy, répéta-t-il. Ne t'enfuis pas. Ces hommes ont des amis.
Tu es impliqué maintenant. Je n'ai jamais été ici, murmura-t-elle. Et sur ces mots, elle se glissa à travers la lourde porte en acier et disparut dans le restaurant au-dessus, laissant l'homme le plus dangereux de la ville seul dans un cimetière de mercenaires. Le lendemain matin, les gros titres étaient vagues. Violence entre gangs dans un parking du centre-ville. Aucune mention d'une fille. Aucune mention d'un cendrier. Sébastien avait nettoyé les lieux avant l'arrivée des flics, mais il n'avait pas effacé son souvenir. Sébastien était assis dans son bureau penthouse surplombant la silhouette grise de Chicago. Les murs en verre étaient pare-balles, le bureau en acajou était ancien, et l'homme assis en face de lui était terrifié. « Nous avons vérifié les dossiers des employés de Dino's Eats », dit son chef de la sécurité, un homme massif nommé Tobias. Tobias fit glisser un mince dossier en papier craft sur le bureau. « Il est mince, patron. Trop mince. » Sébastien ouvrit le dossier, une photocopie granuleuse d'une pièce d'identité. Cassidy Blake, 24 ans, pas de réseaux sociaux, pas d'antécédents de crédit, pas d'antécédents d'adresse avant il y a 6 mois. C'est un fantôme, murmura Sébastien. Elle paye des impôts, mais à peine, nota Tobias. Elle fait des doubles gardes. Elle vit dans un studio dans le quartier sud, le quartier malfamé. Patron, la façon dont elle bougeait, les images des caméras de sécurité du garage. Je l'ai vu, Tobias. J'étais là. Ce n'était pas un cours d'autodéfense, patron. C'était du Krav Maga ou du Semmer, le genre de technique militaire de haut niveau pour désarmer quelqu'un. Mais il n'y a pas de dossier militaire. C'est comme si elle était apparue il y a 6 mois. Sébastien ferma le dossier. Les hommes qui m'ont frappé ont été engagés par Victor Long. J'ai arraché cette information à Griffin avant de l'achever. Long va réessayer. Et s'il découvre qu'une serveuse a humilié son équipe de tueurs, il s'en prendra à elle juste pour régler cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Sébastien se leva en boutonnant sa veste de costume. Nous allons prendre notre petit déjeuner. Dino's est un vestige des années 50 qui sent le café rassis et l'eau de Javel. Il était 10 heures du matin, l'accalmie entre l'affluence du petit déjeuner et celle du déjeuner. Cassidy était derrière le comptoir, en train de remplir les bouteilles de ketchup. Ses mains étaient fermes, mais son esprit était en ébullition. Chaque fois que la sonnette de la porte retentissait, elle sursautait. Elle n'avait pas dormi. Elle revoyait sans cesse le visage de l'homme qu'elle avait frappé avec le cendrier. « Concentre-toi, Cass. Tu avais besoin d'argent. Tu ne peux pas perdre ce travail. » Elle était en fuite depuis 3 ans. 3 ans à se cacher, à se teindre les cheveux, à changer de nom. Elle s'était promis de ne plus jamais utiliser cette technique. C'était ce qui avait ruiné sa vie. C'était ce que son père lui avait inculqué depuis son enfance, faisant d'elle une prodige de la violence plutôt qu'une fille. Et la nuit dernière, elle avait dérapé. Café noir. La voix était douce, veloutée. Cassidy se figea. Elle connaissait cette voix. Elle se retourna lentement. Sebastian Cale était assis au comptoir. Il semblait déplacé dans ce restaurant crasseux, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que le bâtiment. Il la regardait avec des yeux de prédateur. « Je ne pensais pas que tu viendrais », murmura-t-elle en jetant un regard nerveux au gérant à l'arrière. « Je ne laisse pas de dette impayée, dit Cassidy Sébastien. Il posa une serviette sur le comptoir. « Et je ne laisse pas mes atouts exposés. Je ne suis pas un atout, siffla-t-elle en se penchant vers lui. « Je ne suis personne. S'il te plaît, si tu me parles, les gens vont te remarquer. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. C'est trop tard pour ça, dit Sébastien, baissant la voix jusqu'à murmurer. Victor Long sait que quelqu'un m'a aidé. Il ne sait pas encore qui, mais il le saura. Il a une taupe dans la police. Une fois qu'ils auront analysé les empreintes que tu as laissées sur cet extincteur, ils viendront te chercher. » Le visage de Cassidy pâlit. « Je l'ai essuyé. Tu as oublié un endroit près de la buse. » Sébastien mentit sans sourciller. Il avait besoin de lui faire peur. Il avait besoin qu'elle reste près de lui. Tu as 2 choix. Soit tu restes ici et tu attends que les hommes de Long viennent te traîner dans une ruelle. Soit tu viens avec moi. Je peux me débrouiller toute seule, dit-elle en levant le menton d'un air de défi. Je l'ai vu, reconnut Sébastien. Mais peux-tu te débrouiller face à 20 hommes armés de fusils automatiques? Peux-tu te débrouiller tout en les protégeant? Il fit une pause, jetant un coup d'œil à la 2e page du dossier que Tobias lui avait remis. Tout en protégeant ton frère, Léo. Cassidy laissa tomber la bouteille de ketchup.
Elle heurta le comptoir avec un bruit sourd. Ne t'avise pas de prononcer son nom. Léo est dans un centre de soins spécialisé pour les cas de sclérose en plaques précoces, récita froidement Sébastien. C'est cher. Tu as 3 mois de retard dans tes paiements. Si tu perds ce travail ou si tu dois à nouveau t'enfuir, il sera expulsé. Il mourra. Les mains de Cassidy se crispèrent en poing sur le comptoir, ses jointures blanchèrent. Tu as bien fait tes devoirs. Comme toujours, je t'offre un travail, Cassidy. Je ne tue pas les gens. Je n'ai pas besoin d'un tueur à gages. J'en ai déjà plein, dit Sébastien. J'ai besoin d'une ombre. Quelqu'un qui remarque les choses que mes hommes ne voient pas. Quelqu'un qui voit la zone de tir avant que je n'y entre. Tu as vu cette embuscade se mettre en place en quelques secondes. Mon chef de la sécurité n'avait même pas repéré la filature. Il fit glisser une carte de visite sur le comptoir. Elle était noire avec un seul numéro doré. Protection personnelle. Le triple de ton salaire actuel. En plus, je couvre l'intégralité des frais médicaux de Léo, les meilleurs spécialistes. Cassidy fixa la carte. C'était une bouée de sauvetage. C'était aussi un pacte avec le diable. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Si je retourne dans ce monde, il me trouvera. Qui? Demanda Sébastien d'un ton sec. Mon père. Sébastien se pencha en avant. Qu'il vienne. Si tu es avec moi, tu es sous ma protection. Et je tue des monstres pour gagner ma vie, Cassidy. La sonnette de la porte retentit à nouveau. 2 hommes vêtus de blousons en cuir entrèrent. Ils n'avaient pas l'air d'être des clients. Ils regardèrent autour d'eux, scrutant le personnel. Cassidy les vit. Elle remarqua la bosse sous le blouson gauche. Elle regarda Sébastien. Il ne s'était pas retourné, mais il souriait légèrement. Les éclaireurs de langue, ils sont rapides. Cassidy regarda le gérant, puis les 2 hommes, puis la carte. Elle pensa à Léo allongé dans un lit d'hôpital, attendant un traitement qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle défit son tablier et le jeta sur le grill. « Marché conclu », dit-elle. Le domaine Cale ressemblait moins à une maison qu'à une forteresse déguisée en manoir. De hauts murs, des caméras, des gardes armés patrouillant le périmètre avec des chiens malinois. Cassidy s'assit à l'arrière du SUV blindé, regardant les portes se refermer derrière eux. Elle avait l'impression d'échanger une cage contre une autre. « Bienvenue à la maison », dit Sébastien, assis à côté d'elle. Il ne l'avait pas regardée de tout le trajet, occupé à taper sur son téléphone. « Ce n'est pas une maison, marmonna Cassidy. C'est un bunker. Dans mon métier, cela ne fait aucune différence. » Ils entrèrent dans le grand hall d'entrée. Il était froid, en marbre et intimidant. Une file d'employés attendait. « Voici Cassidy », annonça Sébastien à l'Assemblée. « Elle doit être traitée avec le même respect que moi. Elle a toutes les droits d'accès. » Rocco, le chauffeur, qui avait été en retard le soir de l'embuscade, s'avança. C'était un homme brutal, chauve et colérique. Il lança un regard noir à Cassidy. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, c'est une serveuse. Tu veux qu'elle fasse partie de l'équipe de sécurité? Elle n'a même pas d'armes. » Sébastien se tourna vers Cassidy. « Rocco pense que tu es une mascotte. Tu veux lui prouver le contraire? » Cassidy soupira. Elle voulait juste prendre une douche. « Non, je suis fatigué. » Rocco sourit narquoisement. « Tu vois, elle n'a pas le courage de le faire. » Il tendit la main pour lui attraper l'épaule dans un geste dédaigneux. « Va à la cuisine, poupée. » Au moment où sa main toucha son épaule, l'atmosphère changea. Cassidy attrapa son poignet, se retourna et utilisa son élan pour le projeter tête la première contre le mur de marbre. Elle ne le lâcha pas. Elle lui coinça le bras derrière le dos à un angle douloureux, son autre main appuyant sur son point de pression derrière l'oreille. Rocco poussa un cri et ses genoux fléchirent. « Je n'aime pas être touché », dit Cassidy doucement. Elle le relâcha et recula. Rocco se frotta l'épaule, le visage rouge d'humiliation. Les autres gardes le regardaient, la bouche légèrement ouverte. Les yeux de Sébastien brillaient d'amusement. « Trouvez-lui une chambre à côté de la mienne et donnez-lui une arme de son choix. » Plus tard dans la nuit, Cassidy se tenait sur le balcon de sa nouvelle chambre. Elle portait une robe de chambre en soie qui avait été laissée pour elle. Beaucoup trop chère, beaucoup trop douce. Elle regarda le parc. En théorie, elle était en sécurité ici. Mais elle connaissait la vérité. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha. « Bonjour. Tu pensais pouvoir te cacher de moi, petite moineau? » La voix était grave et imprégnée de vieux bourbon.
Son sang se glaça. C'était lui, son père, Alexander Vulov, l'homme qui l'avait formé, ou l'homme qui avait vendu ses talents au plus offrant jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» murmura-t-elle. « Tu as fait une scène dans un parking, Cassidy. Les gens parlent, et maintenant, tu es avec Sebastian Kyle. C'est une compagnie dangereuse, laissez-moi tranquille. Je ne peux pas faire ça. Les gens disent que Monsieur Kyle a quelque chose que je veux, et maintenant, j'ai la clé parfaite pour entrer dans sa maison. Toi, je ne le trahirai pas, dit Cassidy, la voix tremblante. Oh, si tu le feras, rit Vulov. Parce que si tu ne le fais pas, je ne me contenterai pas de tuer ton frère, Léo. Je m'assurerai d'abord qu'il souffre pendant très longtemps. La ligne fut coupée. Cassidy s'agrippa à la rampe, hyperventilant. Elle était piégée. Elle avait sauvé Sebastian pour se sauver elle-même, mais ce faisant, elle s'était mise dans le collimateur du seul homme qu'elle craignait vraiment. On frappa à la porte. Cassidy, c'était Sebastian. J'ai les dossiers sur Long. J'ai besoin que tu les examines. Elle fixa la porte. Elle devait lui mentir. Elle devait jouer le double agent. Elle ouvrit la porte, masquant sa terreur derrière une expression calme. « Je suis prête, dit-elle. » Mais en regardant Sébastien, l'homme qui venait de sauver la vie de son frère, elle sentit un nœud se former dans son estomac. Pour sauver sa famille, elle allait devoir détruire la sienne. 3 jours plus tard, le monde des bacs à graisse et du café des diners lui semblait être une lointaine hallucination. Cassidy se tenait devant un miroir en pied dans la suite principale du domaine Kale. La robe que Sébastien avait commandée pour elle était une arme en soie vert émeraude, dos nu, avec une fente qui remontait haut sur sa cuisse. Elle était conçue pour distraire, séduire et, surtout, dissimuler le couteau en céramique attaché à sa jambe gauche. « Tu as l'air à ta place », dit Sébastien depuis l'embrasure de la porte. Cassidy sursauta et se retourna. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Cela la terrifiait. Elle perdait son avantage. Ou peut-être était-elle simplement trop à l'aise avec lui. Sébastien entra dans la pièce vêtu d'un smoking qui le faisait ressembler au prince d'un royaume obscur. Il tenait d'un petit coffret en velours. « Tourne-toi » lui demanda-t-il gentiment. Cassidy hésita, puis lui tourna le dos. Elle sentit ses doigts froids effleurer sa nuque tandis qu'il lui attachait un collier en diamant. « Il contient un traceur » murmura Sébastien près de son oreille, et un bouton d'alarme. Appuie 2 fois sur le saphir et l'équipe d'extraction fera irruption dans le bâtiment dans les 3 minutes. « Qui allons-nous rencontrer ?» demanda Cassidy, essayant de calmer sa respiration. L'odeur de son eau de Cologne, de bois de santal et de poudre à canon était enivrante. « Victor Long, ce soir c'est le gala Obsidian, un terrain neutre pour les syndicats de la ville. Long sera là. Il veut voir qui m'a sauvé. Il veut te voir. » Cassidy sentit son téléphone vibrer dans son sac à main. Elle savait qui c'était. Son père, Vulov. Les instructions étaient claires. Se rapprocher de Long. Glisser la clé USB dans sa poche. Elle contenait les codes permettant de contourner le pare-feu de Sébastien. On lui demandait d'ouvrir les portes à l'ennemi. « Je suis prête. » Cassidy mentit. Le gala se tenait au bord du précipice de la ville, dans un gratte-ciel aux parois de verre qui touchaient les nuages. Le champagne coulait à flot, et la salle était remplie d'hommes qui tuaient avec des signatures et de femmes qui souriaient avec des dents de requin. Cassidy resta collé à Sébastien comme une ombre. Ses yeux balayaient la salle, analysant les menaces. Un serveur aux mains moites. Un agent de sécurité qui vérifiait trop souvent son oreillette. Les issues étaient bloquées par de lourdes potes de fleurs. « Détends-toi » murmura Sébastien, sa main posée possessivement sur le creux de son dos. « Tu es raide comme un piquet. Danse avec moi. » Il l'entraîna sur la piste avant qu'elle n'ait pu protester. Alors qu'il se déplaçait au rythme lent des violons, Cassidy ressentit une douleur tragique dans sa poitrine. Sébastien était un monstre. Oui, c'était un baron du crime, mais il l'avait traité avec plus de respect en 3 jours que son père en 20 ans. Et elle était sur le point de le poignarder dans le dos. Monsieur Kale interrompit une voix. Ils s'arrêtèrent de tourner. Victor Long se tenait là. Il était plus petit que Sébastien, avec un visage doux, mais des yeux morts. « Victor » acquiesça Sébastien, resserrant imperceptiblement son étreinte sur Cassidy. « Et voici sans doute la Valkyrie dont j'ai tant entendu parler. » Long sourit et tendit la main à Cassidy. Le moment était venu. Le message de Volkov lui revenait en tête. « Passe-lui la clé USB. » Cassidy tendit la main pour serrer celle de Long.
Elle tenait la micro-clé USB dans sa main gauche. Il lui suffisait de la glisser dans sa manchette pendant la poignée de main. Elle regarda Sébastien. Il la regardait, non pas avec suspicion, mais avec fierté. Il lui faisait confiance. Cassidy sentit une vague de nausée la submerger. Elle serra la main de Long. Elle ne lui passa pas la clé USB. Elle retira sa main, la clé USB toujours cachée dans sa paume. Elle ne pouvait pas le faire. Pas ici. Pas comme ça. Long plissa légèrement les yeux. Il s'y attendait. Quelqu'un avait dû lui dire ce qui allait se passer. Enchanté, dit Long, sa voix baissant d'une octave. Cependant, j'ai entendu dire que vous aviez un frère malade, mademoiselle Blake. Ce serait dommage que son traitement soit interrompu. Sébastien se raidit. Est-ce une menace, Victor? Juste de l'inquiétude. Long sourit. Il s'approcha. Profitez de la soirée. C'est peut-être votre dernière. Alors que Long se détournait pour s'éloigner, le serveur aux mains moites bondit. Ce n'était pas un pistolet. C'était une seringue. Cassidy réagit avant même d'avoir réfléchi. Elle poussa Sébastien violemment vers la droite, se plaçant sur la trajectoire de l'assassin. Elle attrapa le poignet du serveur en plein élan. D'un mouvement brusque, elle lui brisa le radius. Le serveur hurla et la seringue tomba. Cassidy ne s'arrêta pas. Elle donna un coup de pied dans le genou du serveur, le faisant tomber au sol et ramassa la seringue. Elle la pointa sur le cou de l'homme. « Qui t'envoie » siffla-t-elle. La musique s'arrêta. La salle retint son souffle. Sébastien se précipita à ses côtés, son arme à la main, visant toute la salle. « Reculez tous » rugit-il. Il regarda Cassidy. Elle tremblait, tenant l'assassin immobilisé. Elle l'avait encore sauvé. « Allons-y » ordonna Sébastien en lui saisissant le bras. Alors qu'il courait vers la sortie, Cassidy sentit le poids du micro-disque dur dans sa poche. Elle avait déçu son père et elle savait que la punition serait sévère. Le trajet de retour vers le domaine fut silencieux et rapide. La pluie fouettait le verre blindé. À leur arrivée, Sébastien ne se rendit pas dans son bureau. Il entraîna Cassidy dans l'aile réservée à l'infirmerie. « Assieds-toi » ordonna-t-il. « Je vais bien » protesta Cassidy. « Il ne m'a pas touché. »« Tu saignes. » Cassidy baissa les yeux. Pendant la bagarre, le couteau en céramique attaché à sa jambe avait glissé et lui avait entaillé la cuisse. La soie émeraude était tachée de sang. Sébastien renvoya le personnel médical. « Sortez, je m'en occupe. » Il s'agenouilla devant elle, déchirant sans hésiter le tissu coûteux de la robe pour exposer la blessure. C'était une coupure superficielle, mais elle piquait. Il la nettoya avec des mains douces et précises, des mains qui avaient tiré avec un pistolet 1 heure auparavant. « Pourquoi n'as-tu pas fui » demanda Sébastien, sans lever les yeux, tandis qu'il appliquait un antiseptique. « Quand le serveur s'est jeté sur moi, tu aurais pu le laisser me poignarder. Tu aurais pu t'enfuir libre. »« Je ne sais pas, » murmura Cassidy. « Tu es une menteuse, » dit Sébastien doucement. Il finit de panser la blessure et se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Tu n'as pas réussi le test. » Le cœur de Cassidy s'arrêta. La pièce sembla basculer. « Quoi ?» Sébastien se dirigea vers le comptoir et versa 2 verres de whisky. « J'ai vu la poignée de main, Cassidy. J'ai vu le tour de passe-passe que tu n'as pas fait. Tu avais quelque chose pour Lang. Une puce électronique, une clé. » Il se retourna, lui tendant le verre. Son expression n'était pas colérique. Elle était triste. « Tu savais. » Cassidy croqua. « Tu savais depuis le début. J'ai su que Vulov était ton père dès que j'ai vu ton style de combat dans le garage, » admit Sébastien. « Un seul homme enseigne cette variante du Sister. Je savais qu'il essaierait de t'utiliser contre moi. J'attendais de voir de quel côté tu te rangerais. » Cassidy se leva, ignorant la douleur dans sa jambe. Les larmes brouillaient sa vision. « Il a Léo. Il a mon frère. Si je ne lui donne pas ce qu'il veut, il le tuera. » Sébastien prit une gorgée de sa boisson. « Je sais. Alors pourquoi me fais-tu confiance? Pourquoi m'as-tu laissé entrer? »« Parce que tu n'as pas réussi le test, » répondit simplement Sébastien. « Tu as choisi de me sauver, même en connaissant le prix à payer. Cela fait de toi quelqu'un de loyal. Et la loyauté est la seule chose qui compte. » Il se dirigea vers un terminal sécurisé fixé au mur. Il tapa une séquence complexe de code. « Vulov veut accéder à mes comptes offshore. C'était le but du disque dur, n'est-ce pas? » « Oui. » Sébastien sortit un autre disque dur de son coffre-fort. Ce disque dur contient un protocole d'accès limité. Il a l'air authentique, mais c'est un piège.
Si Volov l'utilise, il permettra de le localiser à moins de 10 mètres près. Il tendit le disque dur à Cassidy. Donne-lui ça. Dis-lui que tu as paniqué lors du gala et que tu n'as pas pu le faire en public. Dis-lui que tu le verras ce soir. Cassidy fixait le plastique noir dans sa main. Tu veux que je lui tende un piège? Je veux en finir, dit Sébastien. Son regard était dur, brûlant d'un feu froid. Nous allons récupérer ton frère ce soir. Mais tu dois servir d'appât. Il me tuera s'il se doute de quelque chose. Il ne se doutera de rien. Sébastien s'approcha, posa sa main sur sa joue et essuya une larme avec son pouce. Parce que tu es sa fille, il pense que tu lui appartiens. Il te sous-estime, mais pas moi. Le moment resta suspendu dans l'air, électrique et lourd. Sébastien se pencha, son front reposant contre le sien. « Tu me fais confiance, Cassidy? » Cassidy ferma les yeux. Elle pensa à la peur dans laquelle elle avait vécu pendant des années. Puis elle pensa à Sébastien debout devant elle, lui offrant une issue. « Oui, murmura-t-elle. Bien, alors allons chasser. » Le point de rendez-vous était le chantier naval abandonné dans le quartier industriel, secteur 4. C'était un labyrinthe rouillé de conteneurs et de grues qui se dressaient comme des fantômes dans le brouillard. Cassidy se tenait seule sous une lumière halogène vacillante. Elle portait un trench coat épais, cachant le gilet en Kevlar que Sébastien avait insisté pour lui faire porter. La fausse clé USB était dans sa poche. Le vent soufflait en provenance de la mer, apportant avec lui une odeur de sel et de pourriture. Une berline noire sortit de l'obscurité. Puis une autre, puis une camionnette. Le cœur de Cassidy battait à tout rompre dans sa gorge. La portière de la berline de tête s'ouvrit. Alexander Fulov en sortit. Il utilisait désormais une canne, un bâton à poignée argenté dont il n'avait pas vraiment besoin, mais qu'il aimait pour son esthétique de pouvoir. Il était exactement comme dans ses souvenirs. Cruel, acéré et déçu. « Cassidy, dit Fulov en écartant les bras, tu m'as fait attendre. » C'était difficile, répondit Cassidy d'une voix neutre. Sébastien soupçonne tout le monde. J'ai dû attendre qu'il s'endorme. Mais tu l'as. Cassidy fouilla dans sa poche et en sortit la clé USB que Sébastien lui avait donnée. Elle la brandit. « Où est-ce Léo? » demanda-t-elle. Fulov ricana. Il claqua des doigts. La porte latérale du van s'ouvrit. 2 voyous traînèrent un fauteuil roulant sur le trottoir mouillé. Cassidy eut le souffle coupé. C'était Léo. Il avait l'air maigre, pâle, et sa tête pendait sur le côté. Mais il était vivant. « Léo! » cria-t-elle en faisant un pas en avant. « Ah! » marmonna Fulov en lui bloquant le passage avec sa canne. « La clé USB d'abord. » Cassidy jeta la clé USB à ses pieds. Volkov fit signe à l'un de ses techniciens, un jeune homme nerveux avec un ordinateur portable posé sur le capot de la voiture. Le jeune homme brancha la clé USB. Après avoir vérifié les clés de hachage, il marmonna. « Ça a l'air authentique, monsieur. C'est crypté, mais les entêtes correspondent à la structure bancaire de Cale. » Fogg sourit. C'était une scène terrifiante. « Brave fille, tu as enfin fait quelque chose de bien. »« Lâchez-le, dit Cassidy. Nous avions un accord. »« C'est vrai. » Volkov acquiesça. Il prit la clé USB. « Mais tu vois, le problème avec les détails, ma chère, c'est qu'ils ont tendance à se dévoiler. » Il sortit un pistolet de son manteau. « Tuez l'infirme, » ordonna Fulov aux hommes près du van, « et amenez-la-moi. Elle a besoin d'une leçon de rééducation. » Cassidy hurla et tenta d'attraper son arme, mais elle était trop loin. Le voyou a pointé son arme sur la tête de là-haut. Clic! Les projecteurs du chantier naval se sont soudainement allumés, aveuglants, transformant la nuit en jour. Du haut des conteneurs empilés, une voix a retenti dans un haut-parleur. Alexander Fulov. C'était Sébastien. Lâchez les armes ou mourrez. Fulov a plissé les yeux dans la lumière, grognant. C'est un piège. Tuez-les tous. Le chaos éclata. Mais les hommes de Fulov étaient surpassés. Sébastien n'avait pas seulement amené Rocco et Tobias. Il avait amené une petite armée. Les snipers postés sur les grues éliminèrent instantanément les hommes près du van. Le voyou qui visait la tête de Léo s'effondra, une brume rouge éclaboussant le fauteuil roulant. Léo. Cassidy sprinta vers son frère. Les balles sifflaient à côté d'elle, faisant des étincelles sur le trottoir. Elle s'en mouillait. Elle se glissa à l'abri du van, attrapa le fauteuil roulant et le tira derrière le bloc moteur. « Cass » gémit Léo en ouvrant les yeux. « Quoi? Tout va bien. »« Je suis là.
sanglota-t-elle en vérifiant qu'il n'était pas blessé. Au centre de la cour, la bataille faisait rage. Volkov battait en retraite vers sa berline, tirant à l'aveuglette. Sébastien descendit de l'ombre comme un spectre. Il traversa la fusillade avec un calme terrifiant, abattant 2 des gardes de Volkov d'un double tir précis. Il se frayait un chemin droit vers Volkov. Mais Volkov était rusé. Il comprit qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il vit Cassidy derrière le van. « Si je tombe, elle tombe avec moi. » Folk hurla. Il sortit un détonateur de sa poche. « Non !» cria Sébastien en s'arrêtant net. « La camionnette. » Volkov sourit. Du sang sur les dents. Elle est piégée. Du C4 recouvre les panneaux. « Adieu, petit moineau. » Il appuya sur le bouton. Rien ne se passa. Folk fronça les sourcils. Il appuya à nouveau. Clic, clic. Sébastien sourit. Il tenait un petit appareil dans sa main gauche, un brouilleur de signal. La technologie. Sébastien marmonna en s'approchant. Elle n'est pas fiable, contrairement à la famille. Le visage de Volkov se tordit de rage. Il leva son arme pour tirer sur Sébastien. Bang! Folk trébucha en arrière, serrant sa poitrine, mais Sébastien n'avait pas tiré. Sébastien se retourna. Cassidy se tenait à 6 mètres de lui. Elle se tenait droite, les mains fermes. De la fumée s'échappait du canon de l'arme qu'elle avait prise au garde-mort. Elle avait tiré sur son père. Folk tomba à genoux, la regardant avec stupéfaction. « Toi, espèce d'ingrat, je ne suis pas ton moineau, » dit Cassidy d'une voix dure comme l'acier. « Et je ne suis pas ton arme. » Elle tira à nouveau. Un coup de grâce ou un coup de vengeance. La balle frappa le trottoir à quelques centimètres de Volkov, soulevant de la poussière. Elle ne pouvait pas le tuer. Pas de sang-froid, pas comme il l'aurait fait. Rocco, Sébastien aboya. Sécurisez-le. Il ne doit pas mourir. Il passera le reste de sa vie dans un trou si profond que même le diable ne pourra le trouver. Rocco et l'équipe se précipitèrent vers le baron du crémateur. Sébastien se dirigea vers le van. Il regarda Cassidy qui tremblait, le pistolet glissant entre ses doigts. « C'est fini », dit Sébastien doucement. Cassidy regarda Leia, en sécurité dans son fauteuil roulant. Elle regarda son père, emmené menotté. Puis elle regarda Sébastien. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Sébastien la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il la prit dans ses bras et la serra contre sa poitrine. « Je te tiens, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je vous tiens toutes les deux. » Le silence qui suivit le chaos du chantier naval était plus lourd que les coupes de feu. Il n'était pas vide. Il était pesant, rempli du bourdonnement dans les oreilles de Cassidy et de l'odeur d'ozone et d'asphalte mouillé. Le trajet de retour vers le domaine Cale fut d'un flou de néon qui traversait les vitres mouillées par la pluie. Cassidy était assise à l'arrière du SUV blindé, sa main serrant les doigts froids de Léo. Il était sous sédatif, reposant contre l'intérieur en cuir, mais vivant. Chaque fois que la voiture passait sur une bosse, Cassidy tressaillait, les yeux rivés sur le rétroviseur, s'attendant à voir le fantôme de Volkov surgir du trottoir. Mais il n'y avait que les yeux de Sébastien dans le reflet, la regardant avec une intensité brûlante. À leur arrivée, le domaine n'était plus seulement une forteresse. C'était une ruche en pleine effervescence. Sébastien aboyait des ordres avec la précision d'un général. L'aile est, habituellement réservée aux dignitaires en visite, fut immédiatement transformée en un centre médical hautement sécurisé. Le docteur Harris, un neurologue dont le nom n'apparaissait généralement que dans les revues médicales et sur les listes d'attente de 6 mois, était déjà là, arrivé par hélicoptère privé avant même que la fumée des pneus ne se soit dissipée sur les quais. Cassidy passa les premières 24 heures dans un fauteuil à côté du lit de Léo. Elle ne dormit pas. Elle en était incapable. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le pistolet dans sa main. Elle sentait le recul. Elle le voyait de son père tomber. Elle ne l'avait pas tué. Rocco avait confirmé que Volkov était vivant, en route vers une prison secrète qui n'existait sur aucune carte. Mais elle avait franchi une ligne. Elle l'avait appuyée sur la gâchette. Elle avait embrassé la violence qu'elle avait passé 3 ans à fuir. C'est au cours de la 2e nuit que la porte de la suite médicale s'ouvrit. Ce n'était pas une infirmière, c'était Sébastien. Il avait abandonné son équipement tactique et son costume abîmé. Il portait un pantalon sombre et un pull anthracite qui le faisaient paraître trompeusement humain, adoucissant les angles marqués de son visage de prédateur.
Il tenait 2 verres en cristal et une bouteille de liquide ambré qui semblait plus vieille que la maison elle-même. Il est stable, dit Sébastien à voix basse pour ne pas réveiller Léo. Harris dit que le nouveau protocole est agressif mais efficace. Il remarchera, Cassidy. Correctement cette fois. Cassidy regarda le visage endormi de son frère, dont les joues reprenaient lentement des couleurs. « Je ne sais pas comment vous remercier. Le coût de tout ça, les médecins, la sécurité. C'est déjà payé, dit Sébastien en posant les verres sur une table d'appoint. Il versa le liquide, dont le bruit contre le cristal résonna dans la pièce silencieuse. « Tu l'as payé dans le garage. Tu l'as payé au gala. Tu l'as payé quand tu as pointé une arme sur ta propre chair et ton propre sang pour sauver le mien. » Il lui tendit un verre. Cassidy le prit, les mains légèrement tremblantes. « Je ne l'ai pas fait pour toi, murmura-t-elle faiblement pour se défendre. Je l'ai fait pour Léo. »« Je sais, répondit Sébastien. Il ne s'éloigna pas. Il se tenait suffisamment près d'elle pour qu'elle puisse sentir le bois de santal et le savon sur sa peau, un parfum qui devenait dangereusement réconfortant. « C'est pour ça que je te fais confiance. Les mercenaires se battent pour l'argent. Les fanatiques se battent pour une cause. Tu te bats pour les gens. Cela te rend dangereuse, Cassidy. Mais cela te rend aussi incorruptible. » Cassidy but une gorgée de whisky. Le liquide brûlant la rafraîchit. Elle leva les yeux vers lui. « Alors, que va-t-il se passer maintenant? Volov n'est plus là. La menace est neutralisée. Tu n'as plus besoin d'une serveuse avec un talent caché pour la violence. » L'expression de Sébastien s'assombrit. L'atmosphère dans la pièce changea. La température baissa de quelques degrés. « C'est comme ça que tu vois les choses. Une transaction, n'est-ce pas? » Cassidy le défia en se levant. L'épuisement la rendait audacieuse. « J'étais un problème. Puis je suis devenu un atout. Maintenant, je ne suis plus qu'un handicap. Je suis la fille de ton ennemi. Les gens vont parler. Tes capitaines ne me feront pas confiance. Mes capitaines font ce que je leur dis de faire, dit Sébastien d'une voix dure. Et ils ont vu les images du chantier naval. Rocco n'arrête pas de parler de ton talent. Tobias est terrifié par toi. Tu n'es pas un boulet, Cassidy. Tu es une légende en devenir. Je ne veux pas être une légende. » La voix de Cassidy se brisa. Elle posa violemment son verre sur la table. « Je voulais être invisible. Je voulais une vie normale. Je voulais payer mon loyer, me plaindre des mauvais pourboires et regarder des films avec mon frère. Je ne voulais pas de ce monde. Tu es né dans ce monde, rétorqua Sébastien en s'approchant d'elle. Tu as essayé de le quitter. Tu as essayé d'être serveuse. Mais quand le danger est arrivé, tu ne t'es pas caché sous une table. Tu as pris un cendrier et tu as fracassé le crâne d'un homme. Tu peux te teindre les cheveux et changer de nom, mais tu ne peux pas changer ce que tu es. »« Et qu'est-ce que je suis? » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Sébastien tendit la main. Pendant un instant, elle crut qu'il allait l'attraper, mais il n'en fit rien. Il suivit la ligne de sa mâchoire du bout des doigts, d'un geste si tendre qu'il en fut presque douloureux. « Tu es la tempête qui correspond à la mienne, murmura-t-il. Tu es la seule personne qui ait jamais regardé le monstre en moi sans broncher. Tu m'as sauvé, Cassidy. Pas seulement ma vie. Tu m'as sauvé de la solitude dans l'obscurité. » La confession resta suspendue entre eux, crue et douloureuse. Cassidy regarda cet homme puissant, terrifiant et magnifique, et sentit les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur s'effondrer. Elle avait passé tellement de temps à fuir les monstres qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle courait vers le seul monstre qui la protégerait. « Si je reste, dit Cassidy d'une voix tremblante, je ne serai pas une ombre. Je ne serai pas seulement une garde du corps. Et je ne serai pas un trophée. » Sébastien sourit, et ce n'était pas son habituel sourire cynique. C'était un sourire sincère et bouleversant qui atteignait ses yeux. « Je n'enfermerai jamais un loup, Cassidy. Je ne demande pas une servante. Je demande une partenaire, une reine pour diriger le conseil. »« C'est dangereux, murmura-t-elle en regardant ses lèvres. Les meilleures choses le sont toujours. » Il l'embrassa. Ce n'était pas le baiser désespéré et chargé d'adrénaline du chantier naval. C'était un baiser lent, délibéré et possessif. Il avait le goût du whisky et des promesses. Ses mains s'en mêlèrent dans ses boucles rousses, l'attirant contre lui. Et pour la première fois de sa vie, Cassidy Blake cessa de calculer des stratégies de sortie. Elle cessa de chercher la porte. Elle ferma les yeux et se laissa aller. 3 mois plus tard, la transition ne se fit pas sans heurts.
Le monde souterrain était un lieu de tension et de vieille rancune, et une serveuse qui devenait la bras droit du loup provoqua des remous. Cassidy se tenait au centre de la salle de réunion de Sebastian. La longue table en acajou était occupée par les 5 capots du syndicat Cale. C'étaient des hommes âgés, marqués par les cicatrices et leurs habitudes. Ils la regardaient avec un mélange de curiosité et de dédain. Sébastien était assis en bout de table, silencieux. Il la testait. Il lui avait dit ce matin-là, « Ils doivent te respecter, pas me craindre. Occupe-t'en. Nous avons un problème avec les livraisons dans le quartier sud. » Capoini grogna, ignorant Cassidy et regardant Sébastien droit dans les yeux. Les triades repoussent leurs limites. Nous devons envoyer une équipe de choc, leur rappeler à qui appartient le port. Sébastien ne répondit pas. Il tapota simplement la table avec son stylo, regardant Cassidy. Cassidy s'avança. Elle portait un tailleur noir sur mesure, élégant et sévère, ses cheveux tirés en arrière en un chignon serré. « Envoyer une équipe de choc déclenche une guerre, » dit-elle d'une voix claire et audible jusqu'au fond de la pièce. « Les guerres coûtent cher, Vinny, et elles attirent l'attention de la police. » Vinny ricana. « Et que suggère la serveuse? » Nous leur demandons gentiment. La salle rit. Cassidy ne sia pas. Elle s'approcha de Vinny. Elle se déplaçait avec cette grâce fluide et inquiétante qui mettait mal à l'aise les tueurs chevronnés. Elle posa un dossier sur la table devant lui. « Je suggère de faire pression, » dit-elle calmement. Le locataire de la triade qui dirige l'expansion joue avec l'argent de l'entreprise. Il a une dette de 2 millions. Nous n'avons pas besoin de le tuer. Il suffit d'acheter sa dette. Alors, il nous appartiendra. Vinny ouvrit le dossier. Ses yeux s'écarquillaient lorsqu'il vit les photos, les relevés bancaires, le grand livre. « Comment avez-vous obtenu tout cela? J'ai remarqué certaines choses, » dit Cassidy froidement. « Et pendant que vous étiez occupé à astiquer vos armes, j'analysais les flux financiers de nos concurrents. La violence est un outil, Vinny, pas une béquille. Si tu utilises un marteau pour tout, tu finiras par te frapper le pouce. » Elle se pencha vers lui, sa voix se réduisant à un murmure qui résonna dans la pièce silencieuse. « Et si tu m'interromps à nouveau pendant que je parle au nom de cette famille, je te casserai ce pouce. » Vinny leva les yeux vers elle. Il chercha la peur. Il n'en trouva aucune. Il regarda Sébastien, espérant qu'il intervienne. Sébastien était penché en arrière, le visage empreint d'une fierté pure et sans mélange. Vinny déglutit péniblement. Il acquiesça. « Compris, Mademoiselle Blake. » Cassidy redressa sa veste. « Bien. Achète la dette, écrase-les. » La réunion est se levée. Les hommes sortirent d'entraînant les pieds, l'air nettement plus humble qu'à leur arrivée. Sébastien se leva et s'approcha d'elle. « C'était terrifiant, » murmura-t-il en enroulant ses bras autour de sa taille. « Je crois que je suis à nouveau amoureux de toi. » « Vinny est négligent, » soupira Cassidy en posant sa tête contre sa poitrine. « Mais il est loyal. Tu es doué pour ça. J'ai eu un bon professeur, » dit-elle en le regardant. « Mon père m'a appris à faire du mal aux gens. Tu m'as appris à les diriger. Et toi, Sébastien embrassa son front, tu m'as appris à vivre. » 6 mois plus tard, la salle de bal était une mer de diamants et de soie de créateurs, un kaléidoscope de richesse et de pouvoir. C'était le même événement où, quelques mois auparavant, Cassidy avait failli trahir l'homme qu'elle aimait. Aujourd'hui, elle traversait la foule, sa main fermement serrée dans la sienne. Elle portait une robe en velours bleu nuit, dos nu et saisissante, avec les célèbres saphirs pâles autour du cou. Mais le plus dangereux chez elle n'était pas ses bijoux. C'était la façon dont elle scrutait la salle. Le secteur 4 est dégagé. La voix de Rocco résonna dans son oreillette. « Nous avons le maire en vue. » Il a l'air nerveux. « Gardez un œil sur lui, » murmura Cassidy en tapotant son oreille. « Mais n'intervenez pas. Laissez-le transpirer. »« Oui, madame. » Sébastien la guida vers la piste de danse. L'orchestre entama une valse. « Tu es en service. » Sébastien la réprimanda gentiment en la serrant contre lui. « L'un de nous doit le faire, » taquina Cassidy, les yeux ambrés pétillants. « Tu es trop occupé à te faire aduler par la presse. »« Je ne me soucie que de l'adoration d'une seule personne, » répondit Sébastien. Il la fit tourner, la robe de velours bleu vif virevoltant autour d'eux. Léo a appelé. Il a demandé s'il pouvait amener sa petite amie dîner au domaine ce week-end. Cassidy manqua un pas, puis se rattrapa instantanément. « Une petite amie? Il a une petite amie. Il marche, Cassidy.
Il est jeune, il se remet. Laisse-le vivre. Je vais vérifier ses antécédents, marmonna Cassidy d'un ton sombre. Si elle a ne serait-ce qu'une seule contravention pour stationnement interdit, Sébastien rit. Un son riche et profond qui attira les regards de toute la salle. Tu ne peux pas protéger tout le monde de tout, mon amour. Regarde-moi faire, répondit-elle. Alors que la musique s'amplifiait, Cassidy Blake regarda autour d'elle. Elle vit les visages des hommes qui la terrifiaient autrefois. Elle vit les ombres où se cachaient les assassins. Mais elle n'avait pas peur. Elle était la femme qui était entrée dans une zone de combat avec un sac poubelle et qui en était ressortie avec un royaume. Elle regarda Sébastien, son partenaire, son égal, son cœur. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il, sentant son changement d'humeur. Cassidy sourit. Ce n'était pas le sourire poli d'une serveuse espérant un pourboire. C'était le sourire d'une reine surveillant son domaine. « Je suis chez moi, dit-elle. Et tandis qu'il dansait, le monde des loups et des monstres s'estompa, ne laissant qu'eux deux, intouchables, au centre de la lumière. Et voilà l'histoire de Cassidy Blake et Sebastian Cale. D'une rencontre mortelle dans un parking glacial à la domination de la ville côte à côte, cela prouve que parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles que l'on ne voit jamais venir. Qu'en avez-vous pensé? Vous attendiez-vous à ce que Cassidy se retourne contre son père au chantier naval? Et pensez-vous que Sébastien a vraiment changé? Ou a-t-il simplement trouvé quelqu'un dont la noirceur correspondait à la sienne? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé ce thriller romantique sur la mafia, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les héroïnes badass. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine histoire.